Bienvenue sur le podcast de la grande famille. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Nila, que certainement qui nous écoutent peut-être connaissent ou ont déjà entendu parler. Et donc Nila Tiberinck est une maman qui a 2 enfants et qui accueille une au pair depuis maintenant 2 ans. Et elle va nous parler de sa vie de famille au pair. Merci Nila d'être avec nous. C'est toujours beaucoup d'émotions pour moi d'animer un épisode de podcast et avec toi encore plus. Mais écoute, avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. Je suis très touchée et je suis ravie de partager mon expérience de famille d'accueil au pair, toute jeune finalement, quand même. Donc, je suis ravie. Merci. Est-ce que, moi, ce que j'aimerais, Nila, pour commencer, c'est que tu nous parles de ton parcours, de la multiculturalité qui a toujours été au cœur de ton développement et de ta construction depuis l'enfance. Et pour ça que voilà, tu puisses nous partager un petit peu ton chemin et ton morceau de vie depuis ta naissance. Ah bah écoute, avec plaisir. En effet, la multiculturalité, elle est importante dans ma vie et ça fait partie de moi parce que du coup, je suis indienne. Mes 2 parents sont indiens et ils sont nés à Madagascar, mais c'est les leurs grands-parents à eux qui ont quitté l'Inde. Donc, même étant nés à Madagascar, ils ont gardé beaucoup de rituels, beaucoup de traditions indiennes. Et ensuite, eux, ils ont bougé, ils ont fait leurs études à Strasbourg, ils ont vécu aux Comores, à La Réunion, où moi je suis née du coup. Et ensuite, ils se sont installés à Mayotte. D'accord. Et donc moi, je suis arrivée à Mayotte, j'avais 1 an. On parle de Mayotte, c'est comme une jungle. C'était tout vert, il y avait l'océan, et enfin la mer, du coup l'océan Indien, et cette jungle, cette île qui était vraiment toute verte, et il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là, en 82. Et donc moi j'ai vécu toute mon enfance à Mayotte. Donc avec ces traditions indiennes, ces fêtes indiennes, donc tous les week-ends on était en sari, punjabi, on mangeait des plats indiens, et puis on a goûté aussi toute la culture, les plats mahorais, puisqu'on était à Mayotte. Moi, je comprenais le mahorais, je parlais l'indien avec mes parents et mes grands-parents, surtout avec mes grands-parents qui eux parlaient qu'indien finalement. Donc du coup, voilà, ça s'est développé. Je me suis développée dans cet univers un peu multiculturel entre les mahorais, où c'est plutôt l'africain, on va dire, les racines, et l'Inde, du coup, avec mes parents et ma famille. Et très petite, danse indienne. Donc, tous les ans, on faisait avec mes cousines des spectacles de danse indienne. Donc, voilà. En fait, pour moi, c'est naturel d'être connectée à plusieurs continents, plusieurs traditions. Et puis, ensuite, la vie a fait que j'ai grandi. Et puis, j'ai fait donc primaire, collège et lycée à Mayotte. Et puis, au lycée, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et puis, sortant d'une île où j'étais très attachée à la nature, très connectée à la nature, je voulais faire donc ingénieur eaux et forêt. Donc, j'ai postulé à différentes prépas pour une école d'ingénieur. Et je visais surtout l'INSA. Et au final, d'une place près, il fallait avoir une mention très bien et 16,5. J'avais 16,1. Donc... mention très bien, mais 16,1. Il n'y avait qu'une classe à l'époque à l'INSA. Donc, je n'ai pas eu cette prépa intégrée. J'ai quand même eu une prépa. Mais avoir une prépa sans être intégrée à une école, c'est pas la même chose. Donc, voilà, il faut vraiment se battre. C'est de la combativité. C'est de la compétition non-stop. Et surtout, pour quel résultat ? On ne sait pas. Dans 2 ans, tu fais un concours. Tu verras bien l'école que tu auras, et puis ça sera peut-être pas eau et forêt, ça sera peut-être ingénieur, bâtiment, électrique, enfin je sais pas. Donc moi, le manque de projection, ça m'a quand même fait un peu peur de me dire, mais en fait, je sais encore de nouveau pas ce que je vais faire, et tout va dépendre d'un concours. Donc ça m'a vraiment fait flipper. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, bosser comme une acharnée pendant 2 ans sans savoir où je vais arriver ? Et venant déjà, sachant vraiment que je venais de loin, que j'étais éloignée de la famille, et voilà, de me remettre dans un contexte d'incertitude, c'était beaucoup pour moi. Donc je me suis dit non. Donc j'ai fait mon année de prépa, et ensuite je suis partie avec plusieurs amis en pharma. Et donc j'ai fait pharmacie à Montpellier.
Et quand même, être derrière un comptoir, ça ne me correspondait pas non plus. Donc je me suis dit non, ça va pas aller. Je vais plutôt me diriger vers l'industrie pharma. Et donc pour atteindre un bon niveau et pouvoir postuler, il fallait quand même aller à Paris. Donc en fin de 4e année, j'ai décidé de déménager. Ma petite vie d'étudiante, bien installée, avec beaucoup, beaucoup d'amis sur Montpellier. Hop, direction Paris. Et du coup, j'ai terminé pharma à Paris, 5e et 6e année, au Luxembourg, plein Paris, magnifique. Enfin, découverte de Paris incroyable. Et la dernière année, du coup, pour être vraiment dans la connexion avec toutes ces entreprises qui recherchaient des personnes ayant un profil scientifique, mais aussi un profil commercial marketing, j'ai fait une année de master marketing à l'ESSEC. Ok. Voilà. Et là, ça a été la pilule énergisante de mon parcours, l'ESSEC. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai adoré voir tous ces parcours différents, toutes ces personnes qui venaient de différents milieux, de la finance, de l'ingénierie, de la pharma, du luxe. On s'est tous retrouvés dans un master commun, général. Du coup, il n'y a pas une spécialité en particulier. Et c'était génial d'étudier des cas d'usage, que ce soit Apple, Coca-Cola, Air France, toutes ces boîtes que moi je voyais de Mayotte dans les pubs. Tout d'un coup, j'étudiais leurs cas d'usage. Je trouve ça génial. Donc voilà. Et puis j'ai été recrutée à l'ESSEC même. J'ai même pas eu besoin vraiment de chercher. C'est un labo qui est venu faire son marché et la seule qui l'a pris dans la promo, c'était moi. Donc j'étais trop contente. J'étais trop contente. C'était MSD. Et du coup, en sortant de l'ESSEC, j'étais chez MSD. Le directeur de ma thèse à l'ESSEC a repris une boîte pharma. Il était dans la pharma, il a repris une autre boîte pharma. Et du coup, il m'a débauchée de chez MSD à la fin de mon stage pour me proposer un poste CDI aussi. Donc, tu vois, j'ai suivi des opportunités, des feelings et de connexion en connexion. Voilà, c'est vraiment... ça me définit. C'est pour ça que je crois beaucoup au pouvoir de la connexion, de l'humain, des liens qui se créent. Et voilà, du coup, j'ai atterri dans cet autre labo danois et une filiale France a créé avec mon directeur de thèse, du coup. Et donc, je me suis retrouvée en plein La Défense, à côté du CNIT, là. Donc, tu vois, la petite Mahoraise qui se retrouve en plein La Défense. J'étais encore en train d'aller... Déjà, MSD, c'était avenue Hoche, donc à côté des champs. Et donc là, j'étais en mode, c'est pas possible, c'est un truc de fou ce qui m'arrive. Et donc voilà. Et au final, je me suis dit que les gros labos, c'était pas pour moi. J'avais vraiment besoin de cette connexion, ce lien, cette humanité dans les relations. Donc je suis pas retournée ensuite dans des gros labos. J'ai voulu chercher des labos à taille humaine et je voulais me rapprocher un peu du sud parce que mon futur époux était dans le sud. Et j'ai trouvé un super labo qui s'appelle Genévrier, qui était en lien avec un siège italien et qui, lui, était donc basé... Le Genévrier était à Sophia Antipolis à Nice. Ok. Donc j'ai déménagé, hop, direction Nice, Cannes. J'étais derrière Cannes. Et du coup, là, 3 ans dans les pins... à développer à soutenir le développement de marques dans la gynéco, dans la biotechnologie de la gynéco. Okay. Super intéressant. Je me suis éclatée. Et puis, pareil, la vie a fait que mon mari, du coup, a trouvé un CDI en Normandie. Donc, j'ai annoncé à ma boîte que il fallait que je suive mon époux, que je ne pouvais plus vivre à distance. On avait fait beaucoup d'années de distance avant. Et ils m'ont dit non, mais non. Tu peux pas partir, en fait. On va pas te laisser partir. On avait un poste en tête. Et c'était les précurseurs. Finalement, c'est le poste un peu précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu pharmacien sur le terrain, les MSL. Et à l'époque, ça n'existait pas. Et ce labo avait déjà en tête ça. Donc, en fait, ils m'ont proposé ce poste-là. De la Normandie, j'avais 4 jours à Paris. Mais des fois, pas que à Paris. J'allais
tout le nord de la France, donc de Lille à Metz, à Amiens. Donc je naviguais de partout et j'étais en lien en fait avec les grands professeurs en rhumato, dermato et gynéco. Et on faisait des essais pilotes sur des médicaments, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et puis est arrivée la maternité. Donc avec un bébé, avoir une vie comme ça, tous les mois j'étais à Nice. Tous les 2 mois, j'avais un congrès en Europe ou parfois à l'international. Je me suis dit, c'est too much. J'ai vraiment envie. Et donc, j'avais 34 ans, 35 ans presque. J'avais vraiment envie de me poser, d'être en lien quand même avec mon petit bébé et pas partir à droite, à gauche. Donc, du coup, c'est là où j'ai tiré un trait sur cette vie. Et je me suis dit, c'est l'opportunité de me remettre en question, puisque finalement, pharma, tu l'as vu, voilà, c'est arrivé un peu sur le tas, c'est pas ce que j'avais choisi vraiment. Donc j'avais envie de me rapprocher de mes valeurs, j'avais envie de mieux me connaître et puis redéfinir ma carrière professionnelle. Donc j'ai dit, c'est parfait, ça coïncide. Donc j'ai eu ma petite Eléa, qui a presque 10 ans maintenant, et avec elle... je me suis reposée sur moi, sur ma petite vie. Et puis, gros blackout de 1 an, en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ?» C'était dur de tout reposer, les bases, d'avoir beaucoup de doutes. Et au final, j'ai eu aussi cette opportunité avec Pierre, qui a eu, lui, la possibilité de venir au Pays Basque. J'ai eu l'opportunité de me mettre à mon compte et j'ai trouvé mes missions ici au Pays Basque, d'abord avec Pays Basque Digital, donc l'association des entreprises du numérique du Pays Basque, et ensuite avec cet asso, on a déposé le dossier de candidature pour la French Tech Pays Basque. Donc voilà, j'ai été la petite main moteur parce que vraiment j'y croyais. Je pense que quand j'ai découvert le Pays Basque, ça a été une révélation. Je suis arrivée, on est arrivé ici, on ne connaissait pas, on n'avait jamais mis les pieds. Lui, il est venu faire un entretien. Et moi, jamais. Mais j'ai dit, j'ai un bon feeling, on y va. De toute façon, on est des voyageurs, on vient d'ici et on vient de nulle part. Donc au final, allons-y, il n'y a pas de frein. Et quand j'ai ouvert la portière dans ce village de Bassus-Sari, je me suis dit, il y a une énergie ici, on va être bien. J'avais ce sentiment, au fond de moi, on va être bien ici, en fait. Et ça l'a pas loupé. on en était hyper bien. Et j'ai eu mon petit Raphaël après. Et ces opportunités professionnelles qui sont arrivées, donc juste après Raphaël, l'association et la première et la deuxième. Et donc la création de la French Tech. Ouais. Et c'est là, en effet, que je t'ai rencontré, j'ai découvert l'opère. Je ne connaissais pas ce système de garde, ce système de vie, comme tu dis, tu as raison. Parce qu'au début, c'était pour Eléa nounou, on n'avait pas eu de place en crèche. Ensuite, elle est rentrée à l'école. Et Raphaël, j'ai eu l'opportunité d'avoir une nounou qui était venue et qui, elle, était en transition professionnelle. Donc, elle a dit, moi, je peux venir aussi un peu chez toi. Et donc, on a finalement essayé ce système de quelqu'un qui vient à la maison, parce qu'elle, elle était en pleine reconversion, elle faisait un bilan de compétences, etc. Donc, elle m'a dit, moi, c'est juste une phase de ma vie, donc ça ne me dérange pas du tout, c'est mon seul petit que je vais garder, donc je peux venir chez toi, des fois, je le prends à la maison. Donc, on s'est vachement arrangés toutes les deux. Et voilà, il y a eu une petite, tu vois, déjà une petite graine qui était plantée. Et quand tu m'as parlé des au-pairs, j'en ai reparlé à Pierre. Et ce qui m'a séduit, c'est justement ce côté quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui puisse apporter ça à mes enfants. Mm-hmm. Parce que moi qui avais été baignée là-dedans, finalement, je ne savais plus, en étant ici, comment leur donner goût à cette multiculturalité, le goût de l'international. C'est bien de les faire voyager, mais ils sont petits, ils voient un autre pays, puis après, il y a l'école, c'est bien les voyages, mais finalement, peut-être qu'on n'a pas le temps d'acquérir tout ce goût de la diversité. Et je me suis dit, en fait, avec une au pair, ça va venir avec, quoi.
C'est hyper enrichissant. Et j'aime beaucoup. Voilà, ça me permet d'en savoir plus sur toi aussi. C'est vrai. Je ne savais pas que tes parents étaient nés à Madagascar. Ouais. Et donc, tout ce parcours et ce cheminement. Et en t'écoutant, je me posais la question si la maternité a été un élément déclencheur à un moment pour te permettre de basculer dans l'entrepreneuriat, ou de te mettre à ton compte. Oui, absolument. Ça a été un élément déclencheur pour me mettre à mon compte. Et puis j'ai réalisé que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai été dans un modèle familial avec 4 enfants. Donc moi, je suis l'aînée. Après, il y a eu des jumeaux, filles et garçons, et encore un petit garçon derrière. Donc on était 4 à la maison. Donc on a toujours vécu dans cet esprit familial, famille, etc. Et puis à Mayotte, on vit en communauté. Donc nos cousins, c'est comme nos frères et sœurs. Tous les week-ends, on les voyait. Pique-nique tous les week-ends, à la plage. Enfin, voilà, forcément, c'est un cadre génial. Mais vraiment, tous les week-ends. C'est-à-dire que c'était comme une institution, quoi. Et puis, on se partageait les plats, on se partageait les goûters. Vraiment, on était en mode entraide, en fait. Donc oui, il y a ça aussi. Il y a ça qui fait partie de moi. La solidarité forte. Ouais, la solidarité, l'échange. On n'était pas entre nous. L'esprit de communauté. C'est ça. Et c'est vrai qu'ici, tu te retrouves un peu en mode chacun sa maison, un peu individualiste et tout. Et ça, c'était un peu dur. Et donc oui, tout ça pour dire qu'en fait, la maternité, je la voulais. Et quand je l'ai eue, je me suis dit, c'est pas tout ce que je veux. Je ne peux pas vouloir que ça, finalement. J'adore mes enfants, je vous aime. Mais je ne peux pas faire que ça, en fait. Et voilà, ouais, c'est un truc que j'ai vraiment découvert. Parce que entre ce que tu aspires, ce que tu imagines et ce que tu projettes et la vraie vie, voilà, il faut vraiment que... Maintenant, je sais, je me connais, j'ai besoin d'un équilibre. Et donc, du coup, ouais, cet équilibre, il est important entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est important pour moi de passer du temps avec eux, mais j'ai vraiment besoin aussi d'avoir ma vie pro. Et c'est pour ça que voilà, le choix de l'au pair, il était important pour nous aider et pour m'aider moi, personnellement, parce que je les dépose, je vais les récupérer, puisque Pierre travaille assez loin. Eh bien, moi, j'avais besoin de soutien. Parce que c'est moi qui cherchais la baby-sit du dernier moment. Je suis invitée à un événement, mais qui va les récupérer? C'était moi qui jonglais à chaque fois sur les systèmes D, les baby-sit. Et au final, je me suis dit, mais en fait, l'au pair, t'as quelqu'un qui est avec toi. Les enfants la connaissent, ils sont en confiance. Voilà, t'as toujours un backup quand t'as pas de famille. Donc nous, on a 0 famille ici. T'as toujours un backup. C'est dur à chaque fois de demander à la copine, à la voisine, à la grand-mère du copain. Voilà, c'est bien. L'esprit de communauté, il est là, et au Pays Basque, on l'a. Donc ça, c'est génial. Ça a été d'une grande aide. Mais moi, ça me gênait. En fait, ça me gênait beaucoup de devoir demander à chaque fois. Donc, d'avoir quelqu'un de confiance à la maison, en confiance avec les enfants, avec une culture différente. Donc voilà, on a eu Bianca qui est colombienne, qui parlait chevaux avec ma fille qui est passionnée d'équitation. Du coup, elle a vraiment envie d'aller en Colombie voir ses chevaux sauvages. Elle nous a fait des petits plats de là-bas. Enfin, du coup, on a voyagé, en fait. On a voyagé. Et aussi le fait de parler anglais à table. Mine de rien, maintenant, même s'ils ne le parlent pas forcément encore, mais ils le comprennent. Tu vois, Eléa, qui a presque 10 ans, elle comprend. Donc, elle va te répondre en français sur un truc dont on est en train de parler en anglais. Génial. C'est génial. Ouais. C'est un grand pas, quoi. Complètement. C'est vraiment bien. Et donc, comment tu fais pour choisir une au pair? Parce que ça reste toujours quelque chose d'un peu inquiétant, voire pour certaines personnes, ça peut être le côté qui leur fait peur.
de se dire mais je fais venir quelqu'un chez moi, j'ouvre ma maison, je partage mon intimité, et si la personne, ça se passe mal, et comment je vais être sûre que ça va bien, que je vais bien m'entendre avec elle. Donc, est-ce que toi, tu peux nous partager comment tu fais pour choisir l'au pair, et sur quels critères finalement qui sont importants pour toi? Bah, il y a 2 points de ce que tu viens de dire. Déjà, il y a l'intimité. Donc, c'était un gros sujet de conversation avec mon mari qui m'a dit: «Mais d'avoir quelqu'un à la maison, on a aussi notre vie privée, et cetera». Et en fait, on a tout de suite bien, cadré les horaires. Et en dehors de ces horaires, du coup, l'au pair, elle est libre et elle va, dans son voilà, dans son lieu à elle. Elle sort, elle fait ses trucs. Donc il y a plus de sujet d'intimité puisque du coup, elle est avec nous quand, c'est décidé qu'elle soit avec nous. Et quand en dehors de ses horaires, ben, elle fait sa vie et nous, on a notre vie intime avec la famille, enfin avec les enfants, et cetera. On joue, tout ça, ou le week-end. Donc en fait, il y a ça, c'est plus un sujet. Donc ça, Aujourd'hui, c'est bien cadré. ouais, ça, c'est bien cadré, c'est plus du tout un sujet alors que c'était une des préoccupations importantes de mon mari. Et puis, pour, les critères de sélection de l'au pair, il y a toujours une base de feeling. C'est très difficile d'aller au-delà parce qu'on a peut-être, on a un échange, écrit, donc plusieurs échanges écrits, puis après on se voit une fois ou 2 en vidéo, call. Donc ça reste quand même beaucoup de feeling. Mais ce que je pourrais dire en conseil, c'est être bien clair sur, ce que l'on souhaite, ce qu'on souhaite qu'elle apporte à la famille. Ça, c'est hyper important que ce soit bien clair dès le début, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, voilà. Ce qu'il faut aussi, c'est la rassurer sur le cadre de vie dans lequel elle va être. Donc on l'a montré, on lui a montré en vidéo sa chambre, son lieu, et cetera. C'est important parce que c'est une relation de confiance. Mm. Nous, on a nos critères de choix, mais elle aussi, finalement. Mm. Donc, il faut convaincre et en même temps essayer de percevoir. Et puis après, l'autre sujet en termes de critères, c'est se dire qu'on a le droit de se tromper. Voilà, c'est l'humain. Donc 100% sans risque, ça n'existe pas. On peut se tromper, on a le droit de se tromper. Et on sait que dans la clause au pair, eh bien, on a cette opportunité d'arrêter le contrat si ça ne va pas. Alors, c'est jamais facile, mais si on arrive à ce moment-là de se dire on arrête, c'est que c'est clair pour nous et c'est clair pour les enfants. On sait que ça va pas se passer bien et que bah voilà, il n'y a pas de sujet en fait. Ça doit arriver, ça doit arriver. Même si c'est pas facile. Mais on sait que c'est une option. Ouais. Voilà. Donc on a se dire je coche sa disponibilité, son adhésion sur le planning, sur ce qu'on attend d'elle, etc. Il y a tout qui est vert. Et puis, bah, on sait qu'il y a une case, c'est l'inconnu, quoi. Est-ce que ça va être vert? Eh ben, on le saura quand elle sera là, quand on aura fait 1 mois ou 2 avec elle, on le saura. Ça vous est déjà arrivé qu'un contrat s'arrête avant la fin? Non, pas encore. Mais on avait fait un test d'une première jeune fille au pair sur 3 mois. Et si on avait pris sur 6 mois, on l'aurait peut-être arrêté avant, la première. Parce que la barrière de la langue, elle n'est pas facile, pas pour nous, mais pour les enfants. Ouais. En fait, quand on a un petit, le fait que lui il parle et qu'elle ne comprenne pas, pour lui, c'est pas facile. C'est frustrant. C'est frustrant. Il est frustré. Donc, en fait, c'est vraiment le seul sujet, je dirais, faire attention à bien valider qu'elle ait les mots-clés, qu'elle est capable de s'exprimer un petit peu en français, même si l'objectif, c'est qu'ils entendent l'anglais, qu'ils entendent l'espagnol ou autre, qu'il y ait quand même des mots-clés en français. C'est important, surtout si on a des enfants petits. Les enfants grands, ça passe encore beaucoup plus facilement, mais les petits, ils sont très frustrés, ils ne comprennent pas. Pourquoi elle ne comprend pas ce que je lui dis? Je veux ci, je veux ça. Ça, c'était un peu dur avec la première. Et puis, la deuxième, du coup, elle avait plus de vocabulaire en français, la colombienne, Bianca. Et donc, ça s'est hyper bien passé. C'était beaucoup de partage. Elle a beaucoup partagé avec ma grande, un peu avec le petit aussi. Mais du coup, c'était beaucoup plus fluide, vraiment bien, bien passé. Et puis là, on a une Australienne. Et on a de nouveau ce challenge de la langue qu'on va essayer de travailler ensemble. Mais c'est intéressant parce qu'elle vient vraiment d'ailleurs. On apprend plein de choses aussi sur l'Australie, c'est cool.
Et pour toi, globalement, qu'est-ce que ça t'apporte le fait de vivre de cette façon-là avec les enfants et avec la famille, d'avoir une au pair? C'est quoi ce que tu en retiens en tant que maman qui est le plus précieux pour toi? Ça apporte une compétence de tolérance aux enfants, d'accueil, parce que justement, on n'est plus dans l'entre-soi de la famille. On doit accueillir, être bienveillant. Il y a de la bienveillance avec quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Donc des fois, je leur dis, c'est comme une grande cousine ou c'est comme une grande sœur. Enfin, j'essaie de trouver des mots, mais pour leur dire, il faut être sympa, il faut dire, il faut être poli, il faut lui proposer aussi des choses. Donc en fait, ça va dans les deux sens et ça apporte, je pense, des compétences aux enfants. Ok. Plus que ce qu'on ne l'imagine en fait. Et moi, perso à moi, en tant que parent, ça m'apporte une stabilité. Voilà, je sais que j'ai un backup, que je sais que je suis pas toute seule. Quand Pierre il part en déplacement, il y a eu une période où vraiment il partait tous les mois. Je sais que je suis pas toute seule, donc je lui dis mais va, pas de souci. Moi je vais pouvoir gérer. Je suis pas toute seule. Et lui, ça a été aussi un truc énorme pour lui. Du coup, il s'est mis au sport. Il s'est remis au sport alors qu'il faisait énormément de sport jeune. On avait tout lâché parce que sans famille, il fallait qu'on gère à fond les enfants. Et là, il s'est remis au sport. Moi, je me suis mise au dessin. Donc, en fait, moi, ça m'a apporté du temps pour moi, vraiment. Ouais, ça, c'est extrêmement précieux. Ah ouais. Ça te donne un luxe souffle de vie. Ouais. Ça te donne un souffle en tant que maman. Sinon, tu t'asphyxies. Oui, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que le fait d'avoir du temps pour toi, tu as plus de patience, donc tu as plus de disponibilité, donc tout le monde est plus serein. Et c'est vertueux sur toutes les sphères du cycle de la vie, finalement. Moi, je dis parfois, j'ai l'expression, quand une maman s'enrhume, c'est toute la famille qui est malade. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est quand même un baromètre important. Ouais. Et donc, quand en tant que maman, on arrive à avoir du temps pour soi, on est forcément plus épanoui et plus patiente, quoi. Absolument. Et ça, c'est vraiment un message important parce que on a cette capacité de sacrifice quand on devient maman qui est incroyable. On est dévoué, on a cette envie on a ce don et ce truc de sacrifice. Mais au bout d'un moment, si on ne fait pas attention à soi, on s'asphyxie et on n'est plus la maman qu'on voulait être. Exactement. Et en fait, d'avoir l'au pair, c'est du temps pour toi, tu reprends du souffle, tu reprends de l'énergie et tu redeviens un peu, petit à petit, la maman que tu voulais être et que sur le chemin, tu étais en train de perdre, en fait. Et c'est vraiment, moi, je suis hyper contente. Et là, même mon mari, c'est lui qui m'a dit pour la deuxième, alors on va la chercher, alors que je te dis au début, c'était bon, alors comment ? Donc non, ça nous a apporté beaucoup. Beaucoup. Écoute, forcément, ça me touche oui, d'entendre c'est grâce à toi. Ce n'est pas qu'une idée personnelle, mais que c'est partagé et que surtout c'est très concret et que ça apporte du bonheur, en fait. Forcément, ça me touche énormément. Oui. Merci beaucoup, Nila, pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. Avec plaisir. Et, c'était vraiment beaucoup de plaisir pour moi de t'écouter et d'entendre tout ça. Et puis, je pense qu'on va rester sur ces mots de la fin parce qu'ils sont magnifiques. Absolument. Un grand merci à toi, du fond du cœur. Et écoutez, c'était l'épisode du podcast de la grande famille. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à mettre un avis 5 étoiles. C'est très important pour nous et je vous dis à très vite.